Aujourd'hui, je vais présenter le cadre d'unité chiffre avec Atem et Insaderen. Ça s'appelle le patch-based coding end-to-end image learn codec using overlapping. Alors, dans un premier temps, je vais faire une petite introduction aux encodeurs end-to-end basés sur du deep learning. Puis, je vais expliquer un peu la contribution que j'ai faite codec using overlapping. Et après cette méthode, et finalement, je finis avec une conclusion. Alors, les encodeurs images end-to-end basés sur du deep learning sont des encodeurs qui sont célèbres récemment. Ça a été introduit en 2016, je pense. Il se base généralement sur l'architecture autoencodeur. Du coup, cette architecture, elle a deux modules, un encodeur et un décodeur. Du coup, l'encodeur, il prend en entrée une image X, il la transforme en une représentation latente qu'on appelle ici Y. C'est une représentation qui est plus compacte et réduite en termes de dimension. Ensuite, on va faire une quantification de cette représentation latente et on va faire l'encodage anthropique pour générer un B-stream. Connaître la distribution de représentation. Du coup, on utilise un modèle de distribution et finalement, dès que le B-stream est transmis, on va faire décodage arithmétique pour avoir la représentation latente. Le codeur, il va reconstruire l'image principale de cette représentation. Alors, dans l'état d'art, l'architecture qui est la plus célèbre, qui est plutôt la base de plusieurs contributions, c'est celle de Vallée. Alors, il a remplacé le modèle de probabilité avec un autre autoencodeur qu'on appelle le hyper-autoencodeur qui est là. Alors, après avoir la représentation latente quantifiée, dans un autre encodeur qui s'appelle hyper-encodeur, il va extraire des informations Z qui vont faire partie du bitstream, c'est-à-dire qu'on va... Ensuite, le hyper-décodeur, il va générer les paramètres. Par exemple, si on suppose que la distribution de probabilité, c'est une distribution de la place, alors le hyperdécodeur, il va nous générer une sigma de cette distribution. Et dès qu'on a cette distribution, on peut faire l'encodage anthropique et générer notre bitstream. Et le décodage se passe normalement avec notre décodeur basé sur du deep learning. Alors, bien que ce genre de codec, il peut théoriquement traiter plusieurs résolutions. Les codeurs sont basés sur des couches de convolution, des convolutions. Et en pratique, on a des problèmes hardware, par exemple la saturation de mémoire. Si on prend par exemple un GPU RTX 2080 Ti avec une capacité de mémoire de 11 Go, c'est un GPU qui est assez puissant. Si on veut encoder une GHT, ça ne passe pas vu qu'on a une façon de mémoire. Alors, une façon la plus simple pour faire ça, c'est juste de diviser notre image en des patchs plus petits et encoder un à un ces patchs pour éviter ce problème. Sauf que après la division, on va utiliser notre modèle end-to-end pour les et quand on regroupe le problème des effets de bord. Alors, l'idée de notre méthode, c'est d'adresser le problème de hardware pour la saturation de mémoire en utilisant une approche patch-based, c'est-à-dire en divisant toujours d'images mais en éliminant aussi les effets de bord. Pour faire cela, on va utiliser la méthode overlapping. Alors, dans le premier schéma, on a les étapes qu'on va suivre pour notre méthode. Du coup, la première étape, c'est
c'est-à-dire l'image en des patchs qui sont chevauchés, c'est-à-dire on a chaque deux patchs qui sont superposés, ils la pin sur un pixel horizontalement et après on va utiliser un modèle end-to-end pour encoder notre patch. Pour cela, on a fait une implémentation d'un Shank 2020. On a la ici. Ce modèle a été introduit en 2020. Il a réalisé des résultats qui sont compétitifs avec VVC en mode intra. Du coup, ça faisait un peu l'état d'art. Peut-être qu'il y a autre chose maintenant. Pour l'entraîner, on a utilisé des crops de 256 x 256 sur un nombre de steps de 500 000. Ensuite, on l'a entraîné pour optimiser euh, qui est la fonction de coût des bits de distorsion. La D ici, c'est la distorsion entre l'image entrée et le reconstruit. Le rate, c'est le débit pour transmettre le bitstream. C'est estimé avec l'entropie de Shannon. Et lambda, c'est juste un billet entre les deux. Ensuite, on va utiliser ce modèle-là pour encoder nos patchs, sauf qu'on ne va pas faire ça séquentiellement. On va GPU à faire ça en parallèle. Et du coup, on encode nos patchs en parallèle en mémoire qui est disponible. C'est-à-dire, si la mémoire prend en parallèle, on va encoder des patchs en parallèle. Si on prend plus, on va encoder plus. Si on prend moins, on va encoder moins. Là, je vous présente un peu l'architecture du modèle qu'on a utilisé. Alors, c'est comme mentionné précédemment, il y a deux autoencodeurs. Le premier, c'est l'autooncodeur classique ou principal, où il y a des couches de convolution et des modules d'attention. Et le deuxième autoencodeur, qui est l'hyper-autoencodeur, c'est le modèle entropie, qui va nous estimer la distribution de probabilité de présentation de la date. Là, c'est plus le détail des blocs de réception. Ensuite, dès qu'on a le reconstruit de tous nos patchs, on va le regrouper. Pour la partie qui n'est pas dans l'overlap, on va la prendre telle qu'elle est. Par contre, pour la partie qui est ici dans l'overlap, on va, pour m'y expliquer, par exemple, on a deux blocs qui sont superposés horizontalement ici, le BM plus 1 et BM. Du coup, le pixel PI qui est dans la partie overlap, pour chaque pixel qui est là, on va prendre une moyenne entre celui du pixel de rouge et celui du pixel du bloc de... C'est une moyenne pondérée pour permettre en fait d'avoir continuation aussi. Et voilà, c'est la méthode qui permet d'enlever les... Alors, pour évaluer cette méthode, on a entraîné 8 modèles, 4 pour chaque distorsion. En fait, comme je l'ai dit, pour la fonction de coût, il y a la distorsion entre l'image entrée et l'image ensuite. On a fait avec la cométrique de distorsion, la MSE, et 4 autres avec cométrique de distorsion MCCIR, avec des lambdas différents, et chaque lambda correspond à un débit différent. Ensuite, on a fait ça, on a évalué sur les séquences par séquence. Ensuite, on l'a compressé par 3 méthodes, c'est-à-dire partie comparée, en utilisant des patchs mais sans overlapping, et en utilisant des patchs avec overlapping, c'est notre méthode, avec des pixels entre 2 et 32. Alors là, c'est pour voir le temps d'exécution, c'est-à-dire la complexité et la mémoire
c'est le résultat par rapport à la mémoire qu'on utilise. Du coup, pour mieux voir, c'est qu'on a fait l'encodage de toute la frame. Si on lance cet encodage sur deux GPU qui sont très puissants, 2080 et 3090, avec 11 Go et 24 Go, on ne peut pas le faire pour une résolution HD. Si on prend 1280 fois 720, on a ça ne marche pas pour le GPU de 2080, mais ça marche pour l'autre. Et on voit bien que quand la résolution est assez grande, notre méthode elle est principale, enfin, il est indispensable. C'est petit, par exemple, de 832 fois 480 de l'encodage qui est un peu plus... enfin, il est supérieur à ce qu'on fait toute la frame. C'est normal vu qu'on encode en fait plus de pixels par rapport à l'overlapping. De limitation hardware, on a plus de problème pour les grandes résolutions petites, on a une petite augmentation de complexité. Par rapport à la qualité ou peut-être les résultats des distorsions, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé les courbes des distorsions pour les modèles MCCIM et les modèles MSE. Pour les trois méthodes qu'on a mentionnées avant, la courbe bleue elle correspond à la méthode par patch sans overlapping et la courbe noire, c'est l'encodage de toute la frame. Je rappelle que l'objectif, c'est pas en fait atteindre les performances de la courbe. Cette perte de performance, c'est normal par du coup, ça diminue la qualité. Mais dès qu'on a notre méthode, même avec n est égal à 2, c'est-à-dire que de chevauchement ou de overlapping, on est bien dans les mêmes performances que la courbe noire. Et quand on augmente le nombre de pixels de overlapping, on a une meilleure performance. Par exemple, avec l'encodage de n est égal à 8, on a un petit gain par rapport à la courbe noire. C'est pareil pour les modèles MSE, mais les sont moins visibles pour les résultats visuels. On peut, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là, un crop qui est ou un patch qui est c'est l'original. Là, c'est quand on encode toute la frame. Et là, c'est sans overlapping. On peut voir qu'il y a les effets de bord qui sont assez visibles et ça disparaît avec la méthode overlapping quand ça augmente. Là, visible, mais avec n est égal 4, déjà, on ne peut pas les voir et est égal 8, c'est meilleur. Et pour les résultats visuels, mais avec modèle SE, même n est égal à 2, ça permet d'enlever les effets de bord. Là, on a calculé les gains en BD rate. Pareil, du coup, ça sur la classe B, classe C, classe D, classe E, des JVET CTC. Du coup, par exemple, pour les modèles MCCIM, on voit bien qu'il y a une grande perte sans overlapping. Avec n est égal à 2, on a toujours des pertes, mais c'est moins important que sans l'overlapping. Et ça s'améliore. N est égal à 16. N est égal à 16, c'est un peu le pic. Après, ça commence à se dégrader, ce qui est normal vu qu'on va encoder plus de pixels et du coup le débit va augmenter aussi. Du coup, à un certain moment, on s'attend bien que ça se détériore. Alors, c'est le même comportement pour les modèles MSE, sauf que c'est pour n est égal à 2, c'est largement suffisant pour enlever les effets de bord. Pour conclure, dans cette méthode, on a pu adresser le problème. On a pu enlever les artefacts, on a même des petits gains par rapport à l'encodage de l'image entière, même si on ne s'y attendait pas. L'objectif, c'est atteindre ces
ses performances. Et en termes de... On ajoute un peu de complexité pour les petites résolutions, mais pour les grandes, ça résout le problème. Et là, c'est la référence. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Marwa. S'il y a des questions dans la salle ou à distance, vous avez quelques personnes, Nicolas, Isolida, HM. Sinon, je vais attaquer. J'ai une petite question. Tu as parlé que tu faisais une moyenne pondérée parce que tu avais plusieurs images. Ouais. Enfin, plusieurs patchs. Plusieurs patchs l'overlapping de plusieurs patchs. C'est pondéré par quoi? C'est quoi l'effet que ça soit fait? C'est pondéré par. En fait, c'est pondéré entre le pixel de. En fait, par exemple, ici, quand on est près, par exemple, du pixel du bloc rouge, on a plus de poids pour le pixel du bloc rouge par rapport. Et ça va oui, ça glisse comme ça. Ouais, voilà. C'est pour faire une continuité si jamais il y a des. Il y a aussi une question, alors c'est un peu dans le sens de l'interprétation musicale. Donc en fait, là, j'ai vu que en fait, vous avez fixé la formule pour faire ce overlapping entre plusieurs pages. Alors j'ai tendance à dire qu'en fait, ça, en fait, vous pouvez aussi apprendre par un tout petit réseau conventionnel. Donc, si, alors je pense juste une ou deux couches. Et là, vous pouvez faire cette overlapping. Et si vous faites ça, je pense que vous bénéficiez vraiment d'un apprentissage de. Ah oui, alors c'est intéressant comme idée, mais en fait, comme future work, quand on voulait bien, en fait, le listage qui est de l'overlapping en fait, par les réseaux de neurones. Sauf que c'était pas l'idée. Enfin, notre idée, c'était plus d'adresser ça sur la fonction de l'entraînement de tout le modèle. Et du coup, au lieu de juste entraîner le modèle à encoder le patch, il va glisser les morts aussi. Et comme ça, on n'aura pas d'effet de bord entre les patchs. Mais l'autre, c'est plus une méthode post-processing, c'est-à-dire dès qu'on a tout le modèle, on peut ajouter un petit les bords. C'est ça ton idée? Non, c'est. En fait, là, vous avez une formule pour calculer en fait cette overlapping-là. Donc, c'est un moyen pondéré. Mais là, en fait, cette formule, c'est fixé par avance. Enfin, c'est une formule prédéfinie. Et cette formule-là, en fait, tu peux très bien l'apprendre par réseau neuronal. Je pense que ça va être un peu plus précis que. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, après, le coût, évidemment, en fait, ça va coûter un peu plus cher. Ouais, mais par contre, je pense que ce genre de réseau, ça peut être juste fait par une ou deux couches. Ouais. Et après, aussi, alors, je pense même, en fait, la région de overlapping, ça peut être même à prendre aussi. Ouais, le nombre de la région. Enfin, oui, le nombre de pixels que vous faites en overlapping. Et ça, en fait, voilà, je pense vous la fixez. Ouais, on la fixe. Mais même ça, je pense que ça peut être appliqué. Des fits qui peuvent être variables. Ouais, c'est d'accord. Si, une autre question. Une autre aussi sur la taille des patchs. Comment vous les avez choisis, la taille des patchs? Alors, la taille des patchs, là, c'est vrai qu'on l'a choisi en prenant la taille des patchs qu'on a utilisés pour l'entraînement, en se disant peut-être le modèle, s'il est entraîné sur 256 à 256, il va bien, il va donner des performances meilleures avec ces patchs. Mais c'est vrai que c'était la taille des patchs. Il y a bien
enfin, il faut faire une ablation study sur ces tailles en fait en augmentant et en faisant plus d'analyse. On ne l'a pas encore fait par contre. D'accord. Donc, pour l'instant, on a juste fixé à la taille des patchs de l'entraînement. Parce que vous auriez pu entraîner à 712 et faire le système à 712 et faire ensuite l'encodage à 712. Ouais, c'est possible. Après, on ne peut pas faire taille parce que si on ne peut pas, par exemple, entraîner un modèle sur des patchs, enfin sur une image achetée. Parce que ça prendra beaucoup de temps. Mais oui, c'est l'étude qu'il faut faire. Ouais. On n'a pas encore fait ça.